Bien, on va commencer. Bienvenue dans cette session qui est consacrée à JDBC, JPA et Hibernate. Je suis Brice Leporini, je suis développeur Java et je suis indépendant. Alors, un bref rappel des protagonistes. JDBC, c'est évidemment l'interface de connectivité avec les bases de données. Hibernate, c'est un ORM, c'est-à-dire un outil de mapping objet relationnel. Il a été créé en 2002 et majoritairement suite aux frustrations de l'utilisation des EJB2 entities. JPA, c'est une spécification du JCP qui a standardisé la plupart des bonnes idées d'Hibernate. Hibernate implémente JPA, mais n'est pas l'implémentation de référence. Alors moi, ce que j'aime bien dans JPA, c'est qu'en fait, on arrive à démarrer avec assez peu de choses. On a quelques lignes dans un fichier XML. On va mettre des annotations dans les entités persistantes. Une implémentation dans le ClassPath. Alors dans notre cas, forcément, ça va être Hibernate. Et pour peu qu'on utilise une base de données embarquée, une base de données Java, on va avoir la création de la base, la création du schéma et de tous ces objets au démarrage de l'unité de persistance. Donc là, on a une couche de persistance qui est fonctionnelle. Alors évidemment, au fur et à mesure que votre besoin va monter en complexité, vous allez avoir besoin de rentrer dans le paramétrage de votre unité de persistance. Alors forcément, si je vous explique que ça existe depuis longtemps, donc que c'est mature, que c'est super JPA, pourquoi on en reparle? Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que Hibernate et JPA sont solidement ancrés dans nos piles applicatives, surtout dans les projets qui sont typés informatique de gestion. Par contre, c'est une brique qui est extrêmement rarement maîtrisée. Et si c'est rarement maîtrisé, mais que ça marche tout seul, à la limite, on s'en fout. Mais c'est dans les projets, c'est souvent là que se placent les plus gros problèmes de performance et de scalabilité. Donc, comment va s'organiser la présentation d'aujourd'hui? Je vais vous exécuter un certain nombre de tests unitaires. Dans chaque test unitaire, il y aura une unité de persistance qui sera démarrée. Alors, on est en Java SE, on n'a pas de conteneur, on n'a pas de Spring ou pas de JBoss, donc on n'aura pas de Transaction Manager. Ce sera en gestion des transactions manuelles. Dans chacun des tests, il y aura un petit schéma composé de quelques entités. Je vais réduire un petit peu. Vous voyez les deux. Ici, on va commencer donc avec une classe user et une classe biographie. On a séparé le concept en deux entités puisqu'on n'a pas envie de se trimballer les 4000 potentiels caractères que peut contenir la biographie. Ils sont liés, les deux sont liés par une relation one-to-one. Alors vous remarquerez, si vous posez la question, j'utilise le processeur d'annotation Lombok qui va permettre de purifier le code et de nous épargner tous les assesseurs, les mutateurs, les equals et hashcode. Donc la première étape, ça va être d'insérer des données dans une base. Et on va dire, tiens, on va insérer 20 000 couples de user et biographie. Je vais le faire avec assez peu de mémoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque finalement, ici, ce que je fais, c'est que j'instancie mes entités au sein de ma boucle d'itération. Donc le total, c'est 20 000. Mes entités ne sont pas référencées en dehors de la boucle. Donc je me dis, avec assez peu de mémoire, je devrais y arriver quand même. Et là, ça commence un peu à friser. Alors le temps qu'il échoue, je continue. Ce qui va se passer, c'est que là, on est en dépassement de mémoire. Donc on va avoir une exception qui va être soit out of memory error, soit GC overhead time exceeded. Pourquoi? Tout simplement, celui-là il est simple, c'est parce que à chaque fois qu'on a intégré une entité dans le contexte de persistance avec un entity manager.persist, même si
plus tard dans la boucle, l'entité n'est plus référencée dans le code applicatif, elle reste référencée dans le cache de niveau 1 du contexte de persistance. Voilà, on a une autre Java Heap Space. Donc pour résoudre ce problème, c'est assez simple, c'est dans la doc. On doit procéder explicitement à la synchronisation de la session, c'est-à-dire prendre les entités qui sont à persister et synchroniser avec la base de données et vider le cache de niveau 1. Donc ne me croyez pas sur parole, on va l'exécuter. Toujours avec 64 MB de RAM. Alors c'est un problème de scalabilité qu'on peut trouver dans les batchs. On le trouve régulièrement. Il y a même des projets qui ont pris la décision de se dire, bah Hibernate c'est pas adapté, on va faire du JDBC, on va refaire du JDBC template. C'est pas le seul problème qu'on va pouvoir rencontrer avec le cache de niveau 1. Donc là on a vu, on a réussi à le faire finalement, on l'a fait avec 64 mégas de RAM et à peu près 18 secondes. On peut avoir d'autres problèmes avec le cache de niveau 1. On peut avoir des problèmes de concurrence. Alors je vous explique le test que j'ai mis en œuvre là. On instancie un user. On va l'enregistrer dans un contexte de persistance. Donc c'est ce qu'on voit ici. Transaction begin, persist, commit. On va le recharger dans un deuxième contexte de persistance qu'on va créer à la demande. On le recharge par son identifiant. On change son nom. On commit. Et ensuite, dans le premier contexte de persistance, je m'amuse, hein, on va le recharger par son nom. Donc, il s'appelait Bali, on l'appelle Balo. Donc, on charge tous les Balos, on doit en avoir qu'un, et on va vérifier que l'entité remontée, elle s'appelle bien Balo. Évidemment, il n'y a pas de suspense, il y a marqué fail à la fin, ça va échouer. Alors, pourquoi ça échoue? Alors, c'est bizarre parce qu'on lui a demandé de nous remonter tous les ballots. Il remonte tous les ballots et finalement, il nous dit, bah, désolé, il s'appelle pas Ballot, il s'appelle Bali. Pour comprendre ce qui se passe, on va augmenter le niveau de verbosité des logs d'Hibernate. Donc j'espère que vous allez y voir. Alors, ici, on insère l'entité. Ici, on la récupère par son identifiant. Ici, on procède à l'update. Donc, le premier paramètre, name, c'est bien Balo. Donc, on passe bien Balo à la base. Et l'ID, de toute façon, il n'y en a qu'un. Ensuite, on exécute la requête. Le discriminant ici qui est passé, name, c'est le seul paramètre, c'est bien Balo, on le voit ici. Et alors, on va voir done processing result set one row et total object hydrated 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Hibernate a hydraté aucun objet. L'hydratation en Hibernate, c'est le principe de prendre une ligne qui est remontée de la base de données et de renseigner les champs de l'entité. Et il en a fait 0. Pourquoi? Parce qu'ici, la première colonne qui charge, évidemment, c'est l'identifiant. Et il se dit, tiens, l'identifiant, le user identifiant 1, j'ai déjà dans mon cache de niveau 1, donc j'ai pas besoin de l'hydrater, je lui renvoie celui qui a dans mon cache de niveau 1. Ce qui explique qu'en fait, on récupère l'entité qu'il y a dans le cache qui s'appelle encore Bali. Alors, c'est des problèmes qu'on rencontre dans les applications et surtout au niveau de la scalabilité. Vous pouvez les avoir dans les batchs, comme on l'a montré tout à l'heure avec un out of memory error, mais vous pouvez avoir des consommations de mémoire excessives aussi dans des applications transactionnelles. Si, par exemple, dans une méthode, vous chargez un nombre d'éléments trop important et que vous pensez pas à les sortir du contexte de persistance si vous n'en avez pas besoin plus tard. Donc, on l'a dit, après, pour les problèmes de cache obsolète, vous allez avoir des problèmes avec des sessions longues, type batch, ou des stateful station bin,
ou aussi avec des transactions indépendantes. Vous imaginez une méthode transactionnelle qui fait appel à l'intérieur à une autre méthode transactionnelle qui est paramétrée pour être dans une transaction autonome, c'est-à-dire une requires new. Là, vous pouvez tomber dans ce type de problème. Bien. Maintenant qu'on arrive à les insérer, sans avoir d'erreur de dépassement de mémoire, on va essayer de les insérer plus vite. Alors, pour les insérer plus vite, pareil, la documentation nous dit, vous pouvez utiliser les batchs JDBC. Ça se fait en paramétrant le batch size. Alors ici j'ai mis une valeur qui est caricaturale, c'est pas une valeur que vous devrez retrouver dans vos unités de persistance, dans vos projets. Dans la doc, il y a marqué entre 30 et 50. Mais ici, c'était histoire de se dire, tiens, je vais insérer 20 000 entités, 20 000 couples d'entités, donc je devrais avoir 40 batchs 2000. Alors, pour rappel, un batch JDBC, c'est le principe de prendre un prepared statement et au lieu de l'exécuter tout de suite, d'accouper plusieurs jeux de paramètres avant de tout envoyer à la base pour limiter le nombre d'allers-retours avec la base de données. Donc tout à l'heure, on était aux alentours des 18 secondes. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Visuellement, ça n'a pas l'air beaucoup mieux. Ah, c'est pas terrible. C'est même pire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est on va profiler l'exécution pour comprendre un petit peu ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe dans le profiler, ce qui se passe sur la ligne JDBC pour comprendre. Ok. Alors, je vais zoomer un petit peu. Ce que nous dit JProfiler, il nous dit les prepare statements, c'est les bûchettes bleues, et les exécutions de batch, ce sont les bûchettes mauves. Et là, on voit l'activité sur la ligne JDBC, et j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas de batch. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a comme ordre SQL, donc effectivement, on a nos 40 000 ordres SQL. Et si on zoome un petit peu, vous voyez que quand il fait l'insertion, il donne en paramètre l'identifiant et la valeur nulle. Alors pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que si je reviens sur mes mappings, ici on est en génération des identifiants automatiques. Alors, petit détail que j'ai oublié de vous préciser au début de la présentation, c'est que l'unité de persistance est démarrée dans chaque test, mais on utilise une base de données H2 qui est démarrée à côté dans une autre JVM. Et comme il est paramétré pour générer lui-même le schéma, par défaut, avec le dialecte H2, il va utiliser des colonnes identitaires auto-incrémentées pour les clés primaires. Donc forcément, et ici, quand on regarde ce qui se passe ici, donc, on lui passe une entité transiente, donc qui a la valeur nulle dans le champ ID, et le contexte de persistance au retour de cette méthode nous doit l'identifiant de l'entité. Or, pour récupérer l'identifiant dans une table avec une colonne identitaire, il faut procéder à l'insertion. S'il doit procéder à l'insertion à chaque persiste, donc forcément, il n'a pas le loisir de regrouper les inserts, et donc il fait des prepare statements. Qu'à cela ne tienne, on change le fusil d'épaule et on va utiliser des séquences. Donc maintenant, ça devrait marcher. Plus vite. Et là, c'est toujours pas terrible.
Donc comme tout à l'heure, je l'arrête, puisque là on voit que c'est pas terrible, et je vais vous le profiler. Ah, on commence à avoir de la bûchette mauve. Donc il commence à utiliser les batchs. Par contre, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des différentes exécutions, donc pour rappel, on a un batch size de 1000, on s'attend donc à 40 batchs. Et j'en ai quand même beaucoup plus que 40. Et si on regarde, donc un coup il m'a fait un insert de biographie, un coup il m'a inséré un user, etc. Donc, ce qui se passe ici, c'est que par défaut, Hibernate va synchroniser la session dans l'ordre dans lequel on lui aura passé les entités, dans l'ordre dans lequel on lui aura intégré les entités dans le contexte de persistance. Donc forcément, puisqu'ici on fait persist user, persist biographie, bah lui au moment de la synchronisation, il dit bah, je fais un insert de user, je fais un insert de biographie. Donc il nous fait 40 000 batchs de 1. On gagne pas grand chose. Parce que là, effectivement, on est à 20 secondes. Alors, pour résoudre ce problème, pareil, la doc nous dit on a un paramètre qui indique à Hibernate de réordonner les entités avant de procéder à la synchronisation de la session. Et là, en fait, il va faire des users par paquet, il va faire tous les users et les biographies. Allons-y. Ah, déjà, ça commence à être mieux. Donc, on est 7,8 secondes à peu près. On a démarré, on était aux alentours de 18-19 secondes. On a eu plus qu'un facteur 2, donc ce qui est plutôt pas mal. À savoir aussi qu'on n'est pas dans des conditions qui sont réelles, on n'a pas une réelle latence réseau. Si vous êtes dans des conditions réelles, une utilisation correcte des batchs JDBC vous apportera un gain d'autant plus important. Très bien. Maintenant que on sait insérer rapidement nos entités, on va requêter. Alors là, ce que je vous propose, c'est que dans ce test, on va insérer un user biographie, pas besoin d'en insérer 20 000. Et après, on va aller donc tous les chercher, on va en chercher un. Et comme on va chercher que les users, on s'attend naturellement à se dire, tiens, il devrait y avoir qu'une seule requête SQL exécutée. Pour vérifier, je place un petit compteur de requêtes sur ma data source. Et je lance le test. On vérifie à la fin du test qu'on a bien le nombre attendu de requêtes, c'est-à-dire 1, et là, ça échoue. Au lieu de 1, on en a 2. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc effectivement, là, donc ça c'est notre requête JPQL. Ici, on va chercher les users. Et là, Hibernate, finalement, il se dit, tiens, je vais quand même aller chercher les biographies. Et puis, tiens, au passage, je vais prendre les users. Bon. Donc là, typiquement, ça fait un peu chargement inconditionnel. Pas de problème, on a l'habitude de ce truc-là. On va regarder un petit peu. Donc, one-to-one, on va changer son fetch type. Alors, une information qui va être intéressante, c'est que, par défaut, le fetch type du one-to-one, il est sur rigueur. C'est-à-dire qu'il va faire un chargement inconditionnel de la relation. C'est pareil, c'est en fait, pour un moyen mémotechnique, c'est que c'est tous les x to one qui sont en fetch type eager par défaut. C'est-à-dire one to one et many to one. Pas de problème, on a l'habitude de ce genre de problème. Et là, on va le mettre en lazy, c'est-à-dire qu'il va faire un chargement tardif de la relation.
Je relance mon test. Et là, ça marche toujours pas. Et là, en fait, on a exactement le même comportement. Bon. Là, on est en droit de se dire qu'Hibernate, il nous prend un peu pour des jambons. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on paramètre un fetch type à eager, ce que dit la spécification, c'est que c'est une contrainte. C'est-à-dire que le fournisseur de persistance doit respecter le chargement inconditionnel. En revanche, quand on place un fetch type à lazy, c'est un int. C'est-à-dire que c'est une recommandation. Et libre choix est laissé au fournisseur de persistance de suivre ou pas la recommandation. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi il ne suit pas cette recommandation? Donc, si on revient un petit peu sur le mapping, on voit que donc le user n'est pas le propriétaire de la relation one-to-one. Pourquoi? Parce qu'on a ce petit attribut qui est mapped by, qui signifie la foreign key, elle n'est pas chez moi, va la chercher chez biographie. Donc, Hibernate, pour savoir s'il doit charger un biographie ou pas, il est obligé d'aller voir dans la table des biographies. Parce qu'au cas où il est nul, il ne pourra pas placer de proxy sur nul. Donc, quitte à aller voir dans biographie s'il y en a un ou s'il n'y en a pas, bah, il charge tout. Et puis, comme on a dit tout à l'heure que les one-to-one par défaut, ils sont eager, bah, il charge aussi le user. Comment on s'en sort? Tout simplement, on change le sens de la relation. Et puis au passage, c'est pas spécialement opportun de pouvoir naviguer de biographie vers user. Pensez-y aussi, le fait de limiter les règles de navigation dans votre graphe d'objets, ça peut être des voies d'amélioration. Donc de sélectionner aussi la propriété, la bonne propriété de la relation, ça peut avoir un impact aussi. On va relancer la requête, le test. Donc là, le test est vert, on l'a fait en une seule requête, on le voit, elle est là. Alors, bref récapitulatif sur ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle le N+1 des one-to-one. Il est obligé de faire ça parce qu'il ne peut pas placer de proxy pour la valeur nulle. Donc il doit le savoir d'entrée. Ce que je vous ai dit, c'est que donc le choix de la relation, le choix du sens de la relation, il est primordial. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? On aurait pu éventuellement se dire, tiens, et si on fusionnait les entités? Mais le besoin initial, c'était justement de ne pas le faire, pour pas se trimballer la biographie à chaque fois qu'on a besoin du user. Dans certains cas, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une des entités qui hérite de l'autre? Ou encore, si la modélisation le permet, de transformer l'entité en entité intégrable. Alors, il y a une autre possibilité dans Hibernate qui est d'utiliser, je crois, une option qui s'appelle les fetch groups qui demandent de l'instrumentation à la compilation. Ça commence à devenir un peu compliqué, on va essayer de s'en sortir sans ça. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des méthodes d'interrogation qui sont à notre disposition dans JPA. Alors, la première, c'est d'utiliser une requête string builder directement. Pour moi, il ne faut jamais le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que si ici je mets une typo, votre requête, elle va échouer au runtime. Elle va échouer au moment le plus tardif. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas blindé de tests d'intégration qui vont passer par là, bah peut-être que c'est un problème que vous allez détecter que ce sont vos utilisateurs qui vont le détecter avec une erreur 500, si c'est une application web. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les name queries. Alors les name queries, ce sont des requêtes
qui sont définies dans les mappings. On la voit ici. Elle est définie dans les mappings. L'avantage, c'est qu'une name query est interprétée et validée au démarrage de l'unité de persistance. Donc ça veut dire que si là vous avez une typo dans votre name query, bah, l'unité de persistance ne démarre pas, donc votre application ne démarre pas. Alors ça reste au runtime, mais pour peu que vous ayez au moins un test d'intégration qui démarre votre unité de persistance, vous ne shipperez pas de code avec une name query qui ne marche pas. Simplement, les name queries, elles sont limitées. Elles sont limitées parce que ce sont que des requêtes statiques, des requêtes dont la structure ne peut pas être modifiée au runtime. Et on sait très bien que rapidement, dans toutes les applications, on a besoin de pouvoir générer des requêtes dynamiques. Donc JPA nous propose une API qui s'appelle l'API Criteria, et qui va permettre de créer totalement programmatiquement une requête. Et elle est déclinée en deux versions, cette API Criteria. Il y en a une qui est non typée, où on va référencer les champs par des chaînes de caractères. Donc j'aime pas trop, parce que finalement, si je mets une typo ici, ben, ça va échouer comme ma requête String Builder tout à l'heure. L'autre possibilité, c'est d'utiliser l'API Criteria en conjonction avec le métamodèle. Alors le métamodèle, qu'est-ce que c'est? Ce sont des classes qui vont accompagner chacune des entités, dont le nom va être suffixé, ça va être le même suffixé par underscore, et qui va permettre de référencer rapidement chaque champ et son type. Vous voyez ici les singular attributes, ID et name. Le métamodèle est initialisé au démarrage de l'unité de persistance et vous inquiétez pas, vous n'avez pas les classes en doublon à coder à la main, puisque ça, il y a un processeur qui va le faire à votre place à la compilation. L'avantage, c'est qu'on va rajouter du typage dans la requête. C'est-à-dire qu'ici, si je mets une typo, ben, ça compile juste pas. Donc vous packagez pas. Alors, je vais faire une rapide digression. Il y a quelque chose d'autre dont je voudrais vous parler, c'est de Spring Data JPA. Pourquoi c'est intéressant? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Ce sont des interfaces dans lesquelles vous allez définir des méthodes. Et si vous respectez une certaine convention de nommage, vous n'aurez même pas à coder la requête. C'est Spring Data JPA qui va le faire à votre place. Si vous avez décidé que les requêtes devaient être explicites ou que vous ne suivez pas la convention de nommage, vous avez la possibilité de les déclarer comme des name queries. L'avantage, c'est qu'on va encore rajouter du typage dans l'interrogation, puisque quand vous jouez une name query, si vous oubliez de passer un paramètre avant l'exécution, ça va échouer. Tandis que là, comme c'est dans le prototype de la méthode, vous pourrez pas vous tromper. Ce que fait Spring Data JPA, c'est qu'il va fournir une implémentation au runtime de cette interface. Alors, pour le vieux troll Java EE versus Spring, ça marche dans les deux environnements puisqu'il y a des bindings CDI dans Spring Data JPA. Si on récapitule, donc les requêtes inline, jamais ou juste pour des tests. Pour tout ce qui est interrogation statique, c'est des name queries ou des repos Spring Data JPA si vous avez la possibilité. Pour tout ce qui est interrogation dynamique, API Criteria, mais avec le métamodèle. Maintenant, je voudrais vous proposer une petite situation intéressante. C'est que là, je vais avoir un modèle où je vais avoir une seule classe, user. Et puis je vais démarrer une base dans laquelle il n'y en aura pas, et puis je ne vais pas en mettre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais requêter continuellement cette table des users qui va me remonter 0 entité. Et je vais le faire en concurrence. C'est-à-dire avec un pool de threads qui correspond au nombre de CPU que je vais avoir sur ma machine. Et je vais le faire de deux façons différentes. Je vais le faire sans utiliser les paramètres nommés, en concaténant le discriminant.
Donc là, je prends n'importe quelle valeur aléatoire, enfin pas aléatoire, je prends une valeur qui ne se répète pas, puisque de toute façon, il ne me remontera rien. Je vérifie qu'il m'a bien remonté quelque chose et qu'une liste et que la liste est vide. Et je vais le faire avec un paramètre nommé. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs, tiens. Et comme en fait je vais manipuler 0 entité, je vous refais le coup des 64 mégas. Trois secondes. On l'a interrogé 10 000 fois en concurrence. Très bien. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec l'autre. Là, donc, vous voyez, ça, c'est la charge CPU de ma petite machine. On voit bien qu'elle est occupée. On avait dit 3 secondes tout à l'heure. Bon, elles sont largement écoulées. Bon, ça va pas tarder, peut-être. Quand même, hein. Bon, on va l'arrêter, puis on va regarder au profiler ce qui se passe. Bien, c'est parti. Et là, on va regarder directement au niveau des threads ce qui se passe un petit peu, puisqu'on est dans une situation où l'unité de persistance est soumise à la concurrence. Et là, ça se passe mal d'entrée, hein, on le voit, hein, puisqu'on a beaucoup de rouge. Alors, beaucoup de rouge, c'est que ce sont des threads qui cherchent à acquérir des verrous sur des moniteurs. Et puis, alors, vous voyez, là, on a une dilatation des bûchettes. Généralement, ça sent le stop the world, donc c'est que la mémoire doit être sous pression. Ah bah ouais, effectivement. Je suis plein. Et donc le garbage collector, eh ben, il est à fond. Hein. OK. Alors qu'est-ce qui se passe? Globalement, on sait que ça, quand on voit ça dans le code, on se dit, bon, là les DBA, ils vont nous épingler. Hein. Quand ils vont voir les différentes requêtes dans leur rapport AWR, ils vont nous dire que c'est pas bien, il faut utiliser des paramètres parce qu'on ne peut pas réutiliser les plans d'exécution sinon. Mais de notre côté, donc si on dépasse la mémoire, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit un heap dump d'une exécution précédente et on l'a ouvert avec Memory Analyzer. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un dominateur qui se détache, c'est-à-dire un objet qui consomme énormément de mémoire. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et donc c'est un composant qui s'appelle Hibernate Query Plan Cache. Alors ce que fait Hibernate, il fait la même chose qu'un optimiseur SQL. Comme lui, pour transformer du HQL en SQL, il a tout un tas d'opérations à effectuer. Il va essayer de capitaliser autour de ces opérations et de ne pas le faire deux fois. Donc, il les met dans un cache. Et donc là, quand on retrouve la valeur cachée, ici, vous voyez, je ne sais pas si c'est assez gros, on retrouve notre requête. Donc là, on a éclaté le query plan cache. Mais c'est pas tout. Si on revient sur le profiler, on a vu qu'il y avait beaucoup de verrouillage ici, beaucoup de contention sur les verrous des moniteurs. Ce que vous voyez ici, ce sont les threads de maintenance du pool C3PO. Ce qui se passe, c'est que C3PO, par défaut, il a lui-même un cache de prepared statement. Donc, comme on lui envoie à chaque fois une requête différente, puisqu'on n'utilise pas les paramètres nommés, donc chacune des requêtes, elle est différente. Et donc, on a le cache qui est soumise à une utilisation intense, puisqu'il est tout le temps en train de faire des évictions et des insertions. Donc là, clairement, on était dans une situation où, quand on passe dans le code, on se dit c'est moche, mais a priori c'est juste moche, et puis on va se faire épingler par les DBA. Et finalement, là, on a défoncé l'application.
Donc maintenant, ce que je vais vous proposer un schéma qui va être un peu plus dense. Hop. Ici, on va avoir donc un schéma qui va se composer de véhicules, donc et qui vont être découpés en catégories. Donc des voitures, des motos, des vélos, des jet skis, etc. Donc ce sont soit des véhicules terrestres, soit des bateaux, soit des aéronefs. Donc on a une hiérarchie d'objets et JPA nous propose 3 stratégies pour pouvoir mapper cette hiérarchie en base de données. La première, c'est d'aplatir la hiérarchie, c'est de tout mettre dans une seule table, single table. Alors, pour moi, ça fonctionne pas ou vraiment dans un jeu de cas très limité, puisque à partir du moment où je vais mettre une contrainte de non-nullité qui sera applicable juste à, par exemple, voiture, dans ce cas-là, je pourrais plus insérer une ligne pour les autres entités. Soit. Il y en a une deuxième. La deuxième, c'est d'avoir une table par classe concrète. Donc, pour chacune des classes concrètes, on va avoir une table qui va reprendre l'intégralité des champs de la hiérarchie. Alors, c'est fonctionnel. Ce qui va se passer, c'est que si on requête les véhicules au lieu de requêter les cars, il va faire une requête polymorphique qui va être une succession d'unions entre chacune des tables. Et le deuxième, donc ça pourquoi pas, mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'en fait, si on veut référencer un véhicule dans une autre entité, donc du coup, on ne pourra pas placer de contrainte d'intégrité référentielle, puisque la modélisation relationnelle ne le permet pas. On peut passer une contrainte d'intégrité référentielle vers une table, pas vers plusieurs. Donc il en reste une troisième, qui s'appelle la stratégie par jointure. C'est-à-dire que chacune des classes va référencer sa classe mère par une colonne de clés étrangères. Ah. Je retourne dans mon test. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Dans ce test, à l'initialisation, on va insérer quelques véhicules. Et puis, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les véhicules et on va les afficher. Alors, on va faire un affichage console, mais c'est pour illustrer ce qui peut se passer dans une application crude. On va afficher juste l'ID et le numéro de série. Donc là, Hibernate va faire une requête polymorphique. Qu'est-ce que c'est que la requête polymorphique dans le cas de la stratégie par jointure? C'est une requête qui va récupérer les champs des différentes entités. Et dans le from, on va avoir une série de jointures ouvertes parce que Hibernate est obligé de pouvoir déterminer le type concret de chacun des véhicules qui va remonter. Alors là, ça fait pas mal puisqu'on est sur un petit test, il y a 10 lignes. Mais quand on commence à avoir des centaines de milliers de lignes dans chacune des tables, les optimiseurs SQL, ils n'aiment pas les jointures ouvertes parce qu'ils ne peuvent pas utiliser ils peuvent pas intégrer les index dans leur plan d'exécution. Donc du coup, on va se prendre des full table scans sur chacune des tables. Et c'est assez moche parce que finalement, on se dit, mais moi, j'ai besoin que de ce qu'il y a dans véhicule. Comment on s'en sort? On peut s'en sortir avec une fonctionnalité qui s'appelle la requête constructeur. C'est une requête dans laquelle on va pouvoir référencer le constructeur d'un objet, donc d'un DTO, qui ne sera pas en sortie une entité persistante. Donc mon DTO, il est là, il contient juste le numéro de série et l'identifiant du véhicule. Et j'effectue une projection dans le constructeur du DTO. Je lui dis, tiens, toi, je te donne l'ID, numéro de série. Et ça va permettre d'éviter
la requête polymorphique. Donc on la voit ici. Nettement moins embêtant. Alors là, ça marche bien parce que du coup, on n'a que deux colonnes. Mais dans les applis crudes, on sait très bien que les utilisateurs ils veulent avoir 10 colonnes. Donc ça nous fait des constructeurs avec 10 paramètres. Et ça, ça peut être relativement fastidieux à faire et à relire. Donc on peut se dire aussi, dans mon DTO, finalement, si au lieu de faire la projection dans la requête, si je la fais dans le DTO, j'ai qu'à lui donner un véhicule et puis on s'en sort comme ça. Ce qu'on va faire ici. Je lui donne simplement le véhicule remonté. J'exécute. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme d'habitude, je vérifie le nombre de requêtes qui est remonté. Je veux toujours essayer de le faire en une requête pour éviter d'avoir des n plus 1. Et là, en fait, j'ai fait une n plus 1, puisque pour afficher 10 lignes, j'ai fait une requête plus 10 requêtes. Alors là, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Hibernate va chercher que les identifiants dans la première requête. Il va chercher que les identifiants, et puis en plus, il me refait toutes les jointures ouvertes. Alors pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que là, il fait une shallow query, c'est-à-dire une requête de surface, où il ne récupère que les identifiants, et il va me fournir une liste de proxys qui vont être initialisés tardivement, à chaque fois que je vais en avoir besoin. Mais comme j'en ai besoin instantanément, puisque j'itère dessus, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, il va me chercher chacune des entités. Donc là, on était typiquement dans un cas où on voulait avoir un code qui soit un peu plus propre, et sur un malentendu, on a défoncé l'application. Alors pourquoi il prend la décision de faire une shallow query? J'ai pas la réponse. Il y a un Jira historique sur ce sujet-là que les équipes Hibernate auxquelles ils n'ont pas décidé de donner suite. Mais c'est une réalité, il faut y faire attention. Voilà ce que je voulais vous montrer globalement. Donc à l'issue de cette présentation, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que Hibernate c'est un bon framework? Est-ce que c'est pas un bon framework? Moi je pense que ça reste un très bon outil. Maintenant c'est un outil complexe. C'est un outil complexe puisque historiquement JPA c'était une spécification annexe des OJB3. Aujourd'hui c'est une spécification autonome et c'est une des plus importantes du parapluie Java EE. Donc c'est un outil qui a énormément de fonctionnalités. On en a vu que quelques-unes ici. Ce sont que des cas basiques. Le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours observer comment ça se comporte. Et forcément, n'oubliez pas que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je suis à votre disposition pour les questions. Question? Alors la question c'est est-ce qu'il y a un intérêt à faire des requêtes nommées, des name queries si on utilise l'API Criteria? J'aurais tendance à dire que c'est affaire de goût. Moi j'aime bien les name queries parce que ça reste visuel. À la fin, faut jamais oublier que c'est du SQL et quand même la représentation qu'on a dans une name query, elle est intéressante puisqu'elle est facilement lisible. Si on est super affûté sur l'utilisation de l'API Criteria, c'est très bien. Niveau perf, alors il y a un gain à ce niveau-là
parce qu'effectivement, elle est interprétée au démarrage d'unité de persistance. Il y en a un deuxième qui, à mon sens, est difficilement perceptible, c'est que une requête Criteria, de toute façon, elle est transformée en JPQL avant d'être transformée en SQL. Mais bon, cette transformation-là, même si elle a un coût, elle a forcément un coût, de toute façon, elle est rien par rapport à un round-trip JDBC. Une autre question? Par rapport au... Je suis là, dans le coin, enfin sur le côté. J'ai les lumières dans les yeux, je suis désolé, je vois pas. Ok, pardon. On fait... par rapport aux requêtes SQL qui sont spécifiques, comme le partitionnement ou les requêtes récursives, comment on peut gérer avec Hibernate? Alors, logiquement, le partitionnement d'une base de données, c'est un élément qui est physique. Alors quand je dis partitionnement, c'est les windows, par exemple. C'est dans les normes SQL 2008-2009. Je vois pas, je suis désolé. D'accord. Après, de toute façon, l'API JPA permet de faire des requêtes natives. Donc après, il faut remapper. Mais par contre, la question spécifique des Windows de SQL 2008, je ne sais pas. Ou les requêtes récursives, par exemple avec le mot-clé with recursive qui nous permet de représenter un arbre dans une DB. Bah après, de toute façon, comment est-ce qu'on le restaure dans un modèle objet? Bah, ça peut être une liste. Par exemple, si c'est un arbre, on demande tous les enfants d'entités, ça reste toujours des entités, une collection. Honnêtement, j'ai pas croisé le cas. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider là-dessus. Merci quand même. On a encore du temps pour des questions. Donc j'avais vu des mains se lever tout à l'heure, oui. Alors la question c'est, est-ce que les séquences sont déléguées à la base? Oui. Dans le cas où on a plusieurs entités managers qui donnent un accès concurrent, on peut pas utiliser le batch dans ce cas-là. Si, parce que par défaut, par défaut, la génération d'identifiants, il y a un allocation size de 50 par défaut. C'est-à-dire que de toute façon, par défaut, il va aller taper la base qu'une fois tous les 50. Et donc du coup, il n'y a pas de problème de concurrence à ce niveau-là. De toute façon, une séquence, elle peut être attaquée en concurrence. C'est un des rares éléments qui traverse les transactions dans une base de données relationnelle. Il y en avait une autre par là-bas, je crois. Oui, alors j'ai une question en fait. Il y a quelques sources Hibernate en fait pour lesquelles l'héritage dans le modèle est complètement déconseillé en fait. Donc les trois stratégies, table par classe concrète ou table par sous-classe, si je me souviens bien. Ouais. En fait, c'est pas un problème puisqu'on ne devrait pas avoir l'héritage dans le modèle. C'est assez dogmatique. Pour vous, c'est quoi la réponse? Bah, je pense que la réponse dépend de l'utilisation. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il ne faut pas être puriste. Si effectivement vous avez un modèle objet qui a 50 étages, et il y en a, hein, moi j'ai vu des modèles qui débouchaient sur des requêtes avec plus de 70 jointures ouvertes. Et là, effectivement, il faut se poser des questions. Est-ce que la modélisation qu'on a fait, est-ce qu'elle elle est pertinente? Parce que si on a une hiérarchie à 2, 3, 4 étages, ça fait déjà beaucoup, mais ça reste gérable. C'est quand on commence à multiplier les étages. Finalement, est-ce que ça a un intérêt d'avoir cette hiérarchie? Est-ce que toutes les classes concrètes, finalement, vont devoir être comparées entre elles? Puisque l'intérêt d'avoir une hiérarchie objet, c'est qu'à la fin, on puisse les comparer entre elles, voire les regrouper. Si ça a un intérêt, bah ok, mais si ça n'a pas d'intérêt, si c'est juste de la factorisation de champs, il faut mieux pas le faire. C'est ça surtout qu'il faut éviter, c'est de se dire tiens, je vais utiliser l'héritage pour faire de la factorisation de champs uniquement. Faut que ça ait un intérêt sémantique de dériver des classes. Merci. Merci pour votre attention.